Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo que je réalise sur les installations de frein commercial qui utilisent du CO2 cycle transcritique. Donc cette vidéo m'a été pas mal réclamée suite à la première que j'ai faite qui était uniquement théorique. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter une installation, une centrale transcritique, vous en décrire le fonctionnement et le rôle de tous les composants qu'on a pu voir précédemment. Je me trouve actuellement sur le toit d'un hypermarché. Donc vous pouvez voir, il y a différents rooftops qui servent à la climatisation. Et je me tiens plus précisément sur un gas cooler. Ici on est sur un gas cooler qui comporte 8 ventilateurs. Vous voyez, ils ont la particularité, ce sont des moteurs électroniques. Il y a écrit ici VSD Integrated. C'est ce qu'on appelle des moteurs EC, donc ils sont contrôlés électroniquement. Ce sont des moteurs à vitesse variable. Il n'y a pas besoin de variateur de vitesse en fait, de variateur de fréquence. Ce sont des moteurs triphasés, donc qu'on alimente en 380 et on leur envoie un signal 0,10 volts et ça permet de faire varier la vitesse. Donc ça c'est une technologie de ventilateur qui est très utilisée sur les condenseurs et les gas coolers récents. Donc on va aller voir un peu plus près cet autre gas cooler. Alors on va regarder un peu plus en détail un gas cooler. Donc pour ceux qui connaissent les installations frigorifiques, bon, vous voyez que d'apparence il n'y a pas grand chose qui différencie un gas cooler d'un condenseur. Alors en fait il n'y a même rien du tout, puisque en dessous on a bien un échangeur air constitué d'ailettes et qui est traversé par différents tubes en cuivre. Donc là c'est un collecteur en inox et puis l'épaisseur du cuivre utilisé est un petit peu plus importante que sur un condenseur puisque la pression de service de ces échangeurs est de 120 bars. Donc comme je l'ai dit, ce gas cooler est équipé de moteurs EC. Donc chaque moteur est sectionnable individuellement et arrêter un des moteurs n'arrêtera pas l'installation. Voilà, il faudrait que tous les moteurs soient arrêtés ou bien qu'en arrêtant plusieurs, on n'ait plus un échange suffisant donc que la HP monte et éventuellement que ça pourra créer une mise en sécurité de la centrale. Mais on peut travailler tranquillement et sectionner un moteur d'ici. Alors on va regarder le tuyautage de ce gas cooler. Vous voyez qu'il y a deux tubes. Donc le plus gros tube, qui est aussi le plus chaud, donc là à peu près il est à 70 degrés, c'est le tube qui provient du refoulement de la centrale. Donc c'est le fluide qui sort des compresseurs de l'étage moyenne température. Alors il y a un déshuileur qu'on verra un peu plus tard sur cette centrale, comme sur toutes les centrales. L'efficacité du déshuileur est d'environ 95%. Donc on peut considérer qu'il y a environ 5% de l'huile au refoulement des compresseurs qui n'est pas séparée du fluide et qui va se balader un peu partout dans le circuit. Donc la problématique qu'on a avec cette huile qui se balade, c'est le retour d'huile. Quand vous avez des tubes verticaux comme ça, généralement vous trouverez un siphon, un premier siphon et un contre-siphon. Donc le but du siphon, quand il y a de l'huile qui arrive avec le fluide va s'accumuler au fond du siphon, il va se remplir, puis une fois qu'il est plein, le fluide va pousser l'huile qui va monter. Et ce contre-siphon ici permet que l'huile reste, voilà, qu'elle ne retombe pas. Puisque c'est entre autres la section du tube qui est en lien direct avec la vitesse du fluide qui le traverse, qui va définir la facilité de retour d'huile. Donc pour que le fluide revienne, pour que l'huile revienne plus facilement avec le fluide, il faut une vitesse suffisamment élevée. Donc auquel cas l'huile n'arrivera pas à monter. Donc elle montera, par exemple si la vitesse n'est pas assez élevée, elle va monter, puis au bout d'un moment, elle va retomber. Donc
C'est pour ça que le calcul de la section de tube en toute partie du réseau, mais surtout sur la partie ici, donc refoulement, et la partie aspiration, donc on a du fluide à l'état gazeux, le choix de la section est très important pour éviter ces problèmes de retour de l'eau. Vous voyez que ce gaz couleur est divisé en deux nappes, donc une à gauche, une à droite, donc ce qui permet d'intervenir. Si on a une intervention à faire, on peut isoler la moitié du gaz couleur. Donc si l'échange de rejet de calories est suffisant, ben, ça permet une continuité de la production. Alors une précision importante, il faut vraiment se méfier de ces tubes, surtout les tubes de refoulement, là qui est à peu près à 70 degrés. En été, ils peuvent largement dépasser une température de contact de plus de 100 degrés. Donc voilà, un contact avec la main ou n'importe quelle partie du corps peut occasionner une brûlure. Donc il faut vraiment s'en méfier. Ici, là en dessous de l'isolation, nous avons une sonde qu'on appelle la sonde sortie gaz couleur. C'est en fonction de cette sonde que la vitesse de rotation des ventilateurs va être régulée. Donc, comme vous le savez peut-être, avec le CO2 en état transcritique, nous n'avons plus de relation pression-température une fois qu'on a dépassé le point critique. Donc contrairement à des installations HFC ou HFO où on va réguler la ventilation du condenseur en fonction de la pression HP, ici on ne peut pas parce que la pression n'a pas de lien direct avec la température de saturation de fluide puisqu'il n'y a pas de changement d'état. Donc on régule en fonction de la température du fluide à la sortie du gaz couleur, donc ici. Donc plus le fluide est chaud, et bien plus la vitesse des ventilateurs va s'accélérer. Sur ce site, il y a deux centrales frigorifiques, donc qui sont toutes deux des centrales transcritiques, et en voici une des deux. Alors je précise que j'ai eu l'accord du responsable technique du site pour filmer l'installation. Donc je remercie parce que grâce à lui, eh bien, je peux vous faire cette vidéo. Alors vous voyez que c'est un petit peu bruyant, donc j'élève la voix et j'espère que c'est suffisamment audible. Alors ça paraît peut-être un peu bruyant, mais là on est sur des compresseurs à piston de nouvelle génération. Donc les anciens compresseurs à piston sont encore plus bruyants. Et s'il s'agit de centrale à vis, alors là on ne s'entendrait même pas parler. Donc pour l'information, avant de passer en phase critique, l'installation froide de ce site, utiliser des centrales HFC avec des compresseurs à vis. Donc pour ma part, à chaque fois que je rentrais dans la salle des machines, je m'équipais d'un casque anti-bruit parce que au bout de 10 minutes, ça devenait vraiment insupportable. Et puis au bout d'une heure, sans casque, on a un mal de tête. Mais là ça va. Le niveau sonore est acceptable, il est correct pour travailler. Voilà, par exemple, je n'équipe pas de casque anti-bruit. Alors tout à l'heure, je vous ai montré le gaz couleur, donc avec deux tubes de refoulement et le tube du fluide en sortie gaz couleur. Donc d'où vient le tube de refoulement? C'est celui-ci. Et vous voyez qu'il y a toujours un petit siphon. Il y a toujours un petit siphon et un contre-siphon. Et même ici, donc à chaque fois qu'on a du fluide montant à la verticale, voilà, encore un siphon. Et le tube de retour gaz couleur, donc c'est celui qui est à gauche, ici, qui revient là, ici, et qui passe là dans un échangeur à plaque. Voilà, on le décrira après. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de siphon sur l'autre tube? Parce que c'est le retour, et qu'en fait le fluide ne monte pas mais il descend, donc on n'a pas de problème de retourner puisque la gravité va faire son travail. On n'a pas besoin de lutter contre la gravité puisqu'on va dans ce sens. Voilà. Alors cette centrale, décrivons-la déjà dans son ensemble. Donc nous pouvons voir 1, 2, 3 réservoirs de CO2, ce
qu'on appelle aussi réservoir flash ou flash tank en anglais. On peut voir un et deux séparateurs d'huile en violet, donc ils font aussi office de filtre à huile. Un réservoir d'huile ici, avec son voyant là, son voyant sur le côté qui permet de voir donc, le niveau de remplissage. Nous avons 1, 2, 3 compresseurs pour l'étage basse température. Nous avons 4 compresseurs pour l'étage moyenne température et 2 compresseurs pour la compression parallèle. On a un variateur à gauche pour le premier compresseur basse température, un variateur pour le premier compresseur moyenne température et un variateur pour le premier compresseur parallèle. Donc les autres compresseurs fonctionnent en tout ou rien. Ici nous pouvons voir un échangeur à plaques avec un système de bypass. Donc un bypass avec un servomoteur ici et une valve 3 voies qui permet de faire passer une partie des refoulements. Alors là vous voyez qu'il n'est pas raccordé. Mais on peut y faire passer une partie du fluide de refoulement. Et de l'autre côté, l'échangeur à plaques, on peut faire passer de l'eau chaude, de l'eau pour en faire de l'eau chaude sanitaire par exemple. Là, dans ce cas-là, il n'est pas utilisé. Alors ici, on peut voir une bouteille anti-coup de liquide pour l'aspiration des compresseurs basse température. Donc si jamais il y avait du liquide qui revenait en amont là, un petit peu de liquide, et ben, le liquide resterait en bas par gravité et ça nous assure d'aspirer que de la vapeur à l'aspiration des compresseurs béton. Au-dessus de la centrale, on peut voir là un petit échangeur à plaques avec un groupe de condensation OR134A. Donc on voit le petit circuit avec un flux de DSI, un voyant liquide, une électrovanne, thermostat de sécurité. Là on voit le dépendeur thermostatique. Donc ça c'est le groupe de secours. Donc le groupe de secours, s'il y a un arrêt de l'installation, il va permettre, là on voit le condenseur, il va permettre de maintenir le CO2 qu'il y a dans le réservoir, enfin de le refroidir, pour le maintenir à une pression qui ne nécessite pas de le dégazer. La problématique que nous avons avec le CO2, c'est qu'il est stocké dans le réservoir, donc le réservoir flash ou la bouteille liquide. Il est stocké à peu près une température entre 0 et 4 degrés, qui correspond à une pression de vapeur saturante d'environ 38 bars. Si l'installation s'arrête, le CO2 dans ce réservoir va se réchauffer si la température ambiante du local technique est supérieure à la température du CO2, donc il va se réchauffer. Et il va donc monter en pression du fait de cet échauffement. Par exemple, si on part avec une pression de 38 bars en fonctionnement normal, donc un fluide à peu près à 4 degrés, en utilisant l'application RevTools en direct, je peux voir que si de 4 je passe à 20 degrés, donc je monte à peu près à 56 bars. Si je monte à 30 degrés, à 71 bars. Et si je monte à 40 degrés, ça fait 96 bars. Donc le groupe de secours, groupe de maintien, est là pour refroidir le CO2 ou plutôt éviter qu'il ne se réchauffe trop vite. Voilà, le réservoir est calorifugé pour justement limiter cet apport thermique par l'air ambiant. Et en plus, le groupe de maintien assure un refroidissement qui permet de temporiser, enfin voilà, de vraiment
lisser l'augmentation de la température du CO2. Donc ça permet de gagner euh, quelques heures, hein, y compris en été. Voilà, si la pression monte trop, le CO2 se réchauffe trop, donc sa pression va monter. Et au bout d'un moment, eh bien, les soupapes de dégazage s'ouvriront. Allez, on commence le circuit dans l'ordre. Donc tout à l'heure, nous avons vu le gaz couleur. Donc je vous ai dit qu'à l'entrée du gaz couleur, c'est le fluide qui provient du refoulement. Donc vous voyez, ici nous avons les compresseurs parallèles et les compresseurs moyenne température qui refoulent dans un même collecteur de refoulement. Voilà, ça c'est le refoulement des compresseurs. Ils refoulent dans un même tuyau, donc ce qu'on appelle le collecteur de refoulement. Ensuite, ici ça se divise en deux et ça passe dans les deux séparateurs d'huile. Donc l'entrée en bas et la sortie en haut. Et en haut, ça se rejoint à nouveau, vous voyez. Donc voilà, le refoulement de ma centrale arrive ici. Donc ici, je trouve différentes choses. Je trouve par exemple un pressostat de sécurité, HP, un transducteur de pression, un mano. Là, oui, j'ai 60 bars en refoulement. Il fait pas très chaud. On est début mars. Donc j'ai 60 bars. Et là, je trouve aussi une double touche, avec des soupapes de sécurité. Vous voyez, ces soupapes s'ouvrent à 120 bars. Donc si la pression arrive à 120 bars, eh bien, les soupapes vont s'ouvrir. Vous voyez que les soupapes, une des deux soupapes à chaque fois est collectée via un flexible hydraulique. Et ce flexible hydraulique arrive sur un collecteur de soupapes, justement, ici, où on vient récupérer toutes les sorties de soupapes pour aller recracher le CO2 à l'extérieur. Vous voyez que sur une installation transcritique comme celle-ci, on trouve des soupapes à différents points clés du réseau avec des valeurs d'ouverture différentes. On trouve des soupapes au niveau de l'aspiration basse température et de l'aspiration moyenne température. Concernant ces soupapes, euh, une des raisons pour laquelle elles pourraient s'ouvrir, c'est si un ou plusieurs compresseurs est en défaut. Donc il n'y a plus assez de travail de compression pour compenser le débit de vapeur en provenance des évaporateurs. Pour euh, solutionner ce risque, on va régler un point MOP pour chaque évaporateur, en fait chaque détendeur d'évaporateur, on va définir un point MOP qui est une valeur de pression au-delà de laquelle, à partir de laquelle, on va dire au détendeur d'arrêter d'injecter, de se fermer complètement. Ce qui a pour effet qu'en cas d'arrêt d'un ou plusieurs compresseurs, donc, ce qui ne serait plus suffisant pour maintenir une pression BP ou MP normale, eh bien, les détendeurs vont arrêter d'envoyer du liquide dans les évaporateurs. On coupe le débit d'injection sur tous les postes, tous les évaporateurs, et donc on arrête l'augmentation anormale de la pression d'aspiration. Donc le réglage des points MOP est important pour chaque étage de compression. Donc bien sûr, il est différent pour l'étage basse température et pour l'étage moyenne température. Il est différent, mais il est important. Euh, Entre parenthèses, le point MOP a aussi pour avantage d'éviter les coups de liquide en cas d'arrêt d'un étage de compression, que ce soit par coupure de courant ou par défaut compresseur, puisque tous les détendeurs vont arrêter d'injecter, donc je ne noie pas ma ligne d'aspiration de liquide. C'est pour ça qu'en transcritique, je vous l'ai dit, c'est extrêmement important de bien régler les MOP de tous les détendeurs, mais pour également cette deuxième raison d'éviter de remplir
la ligne d'aspiration de liquide en cas de l'arrêt des compresseurs. Pour moi, c'est aussi important de le faire sur des centrales HFC ou HFO. Voilà. S'il venait à y avoir l'ouverture d'une soupape. Donc ensuite au niveau du refoulement, si on le suit, donc il passe au-dessus là. Avec le système que je vous expliquais, avec la vanne 3 voies et le servomoteur. Donc là c'est pas utilisé. Donc dans ce cas là, hop, siphon, on monte, on va au gaz couleur. Donc on revient dans la deuxième structure. Ici. On vient là et on passe dans un échangeur à plaque. Je vous expliquerai après cet échangeur à plaque. Et on sort de l'échangeur. On arrive là. On retourne à l'autre bout de la centrale. Et voilà où arrive le fluide qui provient de la sortie du gaz couleur. Donc là on trouve un capteur de pression. Donc qui va mesurer la pression du fluide à la sortie du gaz couleur. Et deux vannes d'amphos. Donc d'ailleurs celle-là est ouverte à 58%. Donc celle-là 0%. Et ce sont les fameuses vannes HP. Alors pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y en a une qui sert en marche normale et une qui sert en marche secours. Donc celle-ci c'est la secours, elle n'est pas utilisée là. Et donc là tout passe par celle-ci, qui est la marche normale. Donc s'il y a un problème, l'avantage, c'est que je peux isoler à chaque fois. Je peux l'isoler, j'ai des vannes, ça c'est des vannes. Éventuellement ici, enlever la pression, changer la vanne si besoin, on change juste le servomoteur, parce que la vanne est en dessous et ça c'est juste le servomoteur. Voilà, et ce sont des vannes de type, alors ça c'est un servomoteur de type ICAD 600 ATS. Rappelez-vous, je vous invite à vous reporter à ma première vidéo sur la théorie de ventilation prosthetique. Donc ces vannes agissent comme une sorte de détendeur. Donc il y a une pression, on a vu là elle est d'environ, on peut vérifier. Voilà, il y a une pression HP là qui est d'environ 60 bars. À peu près. Et ces vannes vont agir comme un détendeur. Donc la pression est plus élevée en amont de cette vanne qu'en aval, puisqu'elle détend le CO2. Donc elle détend le CO2, mais son but à elle, c'est pas de maintenir une pression en aval, mais c'est de maintenir une pression en amont. Donc son but c'est de maintenir une certaine pression dans le gaz couleur. Donc encore une fois, je vous invite à revisionner la vidéo théorique si le rôle de cette vanne n'est pas clair pour vous. Donc que l'on passe par la première ou la deuxième, dans tous les cas ça se rejoint. Et on suit ce tube. Et ce tube va alimenter les réservoirs de CO2. Regardez la façon dont sont connectés les réservoirs, donc il y en a trois. Donc en haut, voilà, et en bas. Donc là, le CO2 qui rentre dans le réservoir est à l'état saturation, donc à un mélange avec un certain titre en vapeur. Donc là, quand ça arrive, une partie du liquide va tomber en bas par gravité, puis la vapeur va rester au-dessus. Donc le niveau de liquide entre les deux réservoirs, grâce à cet effet là de vase communicant, va être égalisé dans les trois réservoirs. Par exemple, si le niveau est là dans le premier, eh bien, il sera exactement pareil dans le deuxième et dans le troisième. Alors ensuite, il y a une problématique, souvenez-vous, c'est que nous, pour faire du froid, on utilise du liquide, mais la vapeur, on s'en sert pas. On détend du liquide. Et puis on veut maintenir une certaine pression dans le réservoir. D'ailleurs, vous voyez, il y a ici un mano qui permet de lire la pression dans le réservoir. Là, la pression est de 40 bars, un peu moins de 40 bars, 38 bars.
Eh bien, pour maintenir cette pression, il faut dégazer, il faut se débarrasser de l'excès de vapeur. Et donc, c'est grâce à ce piquage en point haut du réservoir que l'on va prélever la vapeur excédentaire dont on veut se débarrasser en quelque sorte pour maintenir 38 bars dans le réservoir et pas plus. Et là, on va retrouver toujours deux vannes, vous voyez, une normale et une secours, qui est derrière ce calorifluge. Et là, ici, on est sur une vanne CCM 40. Donc c'est pareil, ça fonctionne un petit peu comme un détendeur. C'est une vanne pas à pas, qui peut d'ailleurs servir de détendeur dans le cas d'un chiller par exemple ou d'un évaporateur, noyé ou de grosse puissance. Cette vanne peut être utilisée comme détendeur. Donc ces vannes flash vont plus ou moins s'ouvrir en fonction du débit de vapeur à dégazer du réservoir CO2. Donc cet excès de vapeur est envoyé dans ici le collecteur d'aspiration de l'étage moyenne température. Donc là aussi sur le réservoir on trouve des soupapes. Alors j'essaie de filmer. Soupape 80 bars. 60 et 80 bars. Donc on peut jouer avec cette manette pour choisir si on se met sur la 80 ou sur la 60. Donc en temps normal on va laisser sur la 60 et puis si on fait manipulation, on doit arrêter l'installation, on peut passer sur la 80 bars. L'intérêt ici d'avoir deux soupapes, une à 60 bars et une à 80 bars, et comme je le dis, de sélectionner la soupape que l'on veut utiliser. Donc en temps normal, quand la centrale est en fonctionnement, on va se mettre sur la soupape 60 bars, et je parle de basculer sur la soupape 80 bars si on fait une manipulation. Donc le cas où on va manipuler et changer, donc passer de 60 à 80 bars, c'est si on réalise un pump down de la centrale, donc si on rapatrie toute la charge dans le gaz couleur et dans les réservoirs flash. Si on fait une opération quelconque sur le circuit, ou un arrêt de centrale pour une intervention, une coupure électrique de plusieurs heures par exemple, on va arrêter proprement la centrale en réalisant un pump down. Donc d'abord on va fermer le départ liquide général en laissant les détendeurs ouverts, et le fluide va être aspiré par les compresseurs, donc il ne restera dans le réseau, il ne restera plus que de la vapeur. L'essentiel du liquide va donc aller dans les trois réservoirs, et la majeure partie de la charge sera donc localisée dans le gaz couleur et dans les réservoirs. Lorsque l'on va arrêter l'installation, donc on va mettre les automates sur arrêt, les vannes HP et les vannes flash vont se fermer, donc on aura cloisonnement entre la partie HP gaz couleur, refoulement gaz couleur, jusqu'aux vannes flash, cloisonnement des réservoirs, et cloisonnement du réseau, ligne liquide, aspiration basse température, aspiration moyenne température. Donc comme il n'y aura plus de liquide dans le réseau, on n'a pas à craindre d'augmentation de pression importante dans le réseau, donc la partie de ligne liquide, ligne d'aspiration, évaporateur. Par contre, c'est au niveau du réservoir que le liquide risque de se réchauffer, de monter en pression. Donc justement, l'intérêt là est de passer sur 80 bars pour avoir plus de temps pour, euh, pour permettre une augmentation plus importante de la pression dans le réservoir. Mais comme le réservoir est isolé du reste du réseau, ce n'est pas grave. La pression ne monte que dans le réservoir, et les réservoirs sont éprouvés pour résister jusqu'à 80 bars de pression de service sans aucun problème. Donc voici l'intérêt de pouvoir basculer sur une soupape à 80 bars. Mais uniquement lorsqu'on a réalisé un pump down de l'installation et qu'on a séparé les réservoirs du reste du réseau. Alors pour apporter un complément d'information sur la procédure d'arrêt d'une centrale, euh, arrêter la centrale sans réaliser de pump down, donc c'est-à-dire sans fermer
manuellement la vanne de départ liquide, c'est ne se fier qu'à la parfaite étanchéité de l'ensemble des détendeurs. Ça veut dire donc je ferme mes détendeurs. Par exemple, si je disjoncte tous mes postes froids, tous mes régulateurs d'évaporateur, les détendeurs vont se fermer. Donc au bout d'un moment, la centrale va s'arrêter. Mais je ne peux compter que sur l'étanchéité des détendeurs. Donc si j'arrête, si c'est pour un arrêt bref de centrale, que je peux redémarrer à tout moment, au cas où un détendeur ne serait pas étanche et ma pression BP ou MP augmente, ce n'est pas vraiment un problème. Par contre, si c'est pour une coupure électrique de plusieurs heures où je n'ai pas possibilité de redémarrer la centrale à tout moment, c'est prendre un gros risque. C'est pour ça que c'est bien plus sûr de fermer manuellement la vanne de départ liquide, de laisser s'arrêter la centrale une fois qu'elle aura réalisé son pump down, donc le liquide sera retourné dans les réservoirs, et à ce moment-là seulement, je peux arrêter mes postes et je peux arrêter ma centrale. En plus, donc, comme on va cloisonner le réservoir et qu'on passe sur la soucoupe 80 bar, euh, celui-ci est équipé d'un groupe de maintien, donc généralement sur onduleur. Si ce n'est pas le cas et que je coupe plusieurs heures en été et que c'est un peu critique, je peux toujours le brancher sur un groupe électrogène, c'est du 230 alternatif. Donc vraiment un petit groupe électrogène loué fait l'affaire. Voilà, ça peut permettre aussi de faire ça plus sereinement. Et enfin, il peut être judicieux de ne pas attendre une augmentation de pression jusqu'à 80 bars qui ferait ouvrir les soupapes, la soupape de sécurité. Il peut être judicieux justement de préparer un flexible raccordé en point haut du réservoir et de régulièrement surveiller la pression. Si cette pression venait à s'approcher trop de la valeur d'ouverture de la soupape, relâcher un petit peu de vapeur à travers un flexible et que l'on relâcherait directement à l'extérieur. Mais ça, c'est vraiment le dernier recours. Alors en bas du réservoir, du coup, vous vous en doutez, le liquide est récupéré, il est prélevé. Donc là, on a notre vanne de départ liquide, justement. Et après, eh bien, en fait, c'est la ligne liquide qui va aller alimenter les différents évaporateurs du site. Donc après, eh bien, elle s'en va dans le magasin, dans les chambres froides, etc. Alors le fluide, donc le liquide là, c'est un liquide commun. Quand il a alimenté les différents évaporateurs, eh bien il revient sous l'état de vapeur dans la ligne d'aspiration. Donc en voici une, donc ça c'est l'aspiration moyenne température. Donc là il y a la vanne d'aspiration et en dessous de ce calorifuge on trouve le filtre de l'aspiration moyenne température, donc qui est un filtre déshydrateur. Donc ça c'est le porte-cartouche qui est démontable. Alors ça on peut le démonter, en dessous on trouve des cartouches à remplacer périodiquement. Donc à l'installation, après l'installation, après mise en service, on attend un petit peu et puis on change. Voilà. Sur la ligne d'aspiration, là vous voyez on trouve une injection de liquide, enfin une électrode d'injection de liquide. Donc d'ailleurs le liquide est prélevé juste en dessous de la ligne liquide. Alors si je veux l'arrêter là je peux fermer ça. Cette VEM d'injection de liquide permet d'envoyer directement du liquide, alors une petite quantité bien sûr, qui va instantanément se vaporiser, au cas où la température des vapeurs à l'aspiration est trop importante. Donc ça permet de refroidir mieux les moteurs électriques des compresseurs. Alors en temps normal, si les surchauffes sont bien réglées au niveau des détendeurs et que la surchauffe totale du circuit est bien réglée, eh bien ça ne doit pas se mettre en fonctionnement. Sous collecteur d'aspiration, donc on a bien la sortie des deux vannes flash. Et on trouve aussi cette électrode ici, hot gas dump, donc qui est une électrode cette fois-ci d'injection de gaz chaud. Donc là c'est le contraire, si l'aspiration, la température d'aspiration est trop basse, donc la surchauffe est trop basse voire inexistante, ça veut dire qu'on a des coups de liquide, eh bien on peut faire une injection de gaz chaud pour protéger les compresseurs contre les coups de liquide.
Donc là, cette injection de gaz chaud, elle est prise ici directement sur le tube de refoulement. Vous voyez, c'est le même où on a le mano. D'ailleurs, vous voyez, la pression HP là a légèrement diminué. Tout à l'heure, elle était de 60 bars. Là, elle est un petit peu moins. Sur le collecteur d'aspiration, on trouve également des soupapes, donc des soupapes de sécurité à 52 bars. Là, on en trouve ici 4. À chaque fois, les soupapes sont toujours par deux, mais il y en a qu'une sur les deux qui est utilisée. Et puis si on a une qui, par exemple, qui se déclenche, eh bien on peut basculer la vanne, hop, remplacer la soupape, si elle est défectueuse par exemple. Par contre, on ne peut pas isoler les deux soupapes en même temps, ce n'est pas possible pour des questions de sécurité. Alors maintenant, il faut passer derrière pour voir ce qui se passe. Donc là, on retrouve notre collecteur d'aspiration. Donc là, on trouve ici une vanne. Non, je vais dire une bêtise, c'est pas une vanne, c'est un filtre qui est démontable, un petit filtre. Un manomètre pour venir à lire la pression après, un transducteur de pression pour l'automate, et puis c'est tout, une prise de pression, et c'est tout. Et après, eh bien, vous voyez, il y a le compresseur 1, 2, 3, 4 qui vont comprimer les vapeurs qui proviennent du collecteur d'aspiration. On va retourner de l'autre côté. On va pouvoir regarder quelle est la valeur de la pression MT. Alors, moi je la lis un petit peu en dessous de 30 bars. C'est difficile à filmer, mais là on est à 28 bars environ. Donc au niveau des refoulements, eh bien, nous l'avons déjà décrit. Alors, on peut juste rajouter que vous voyez à chaque fois il y a sur chaque compresseur il y a ce pression stable de sécurité HP. Donc avec une pression de service de 140 bars. Et là 130 bars, donc c'est sa pression de coupure. Si la pression atteint 130 bars, eh bien, il met le compresseur en sécurité. Bon. Alors au niveau du liquide commun, donc une partie du liquide, de la ligne liquide à alimenter les évaporateurs, alimente les évaporateurs de moyenne température, mais il y a aussi les évaporateurs basse température. Et eux aussi, leurs vapeurs surchauffées reviennent, et non plus par cette ligne, qui est l'aspiration moyenne température, mais par celle-ci qui est l'aspiration basse température. Et quand on la suit, on arrive là, une prise de pression, une vanne d'isolement, et là on passe dans la bouteille, dans le réservoir, le premier réservoir de CO2. Et en fait le tube fait un genre de serpentin comme ça. Alors ça a deux rôles. D'abord, ça refroidit un petit peu le liquide éventuellement qu'il y a dans la bouteille, mais surtout s'il y avait du liquide qui arrivait dans l'aspiration, eh bien ça permet de l'évaporer. Alors ce serpentin là, qui passe dans le réservoir liquide, il ressort par là. Donc là on trouve les soupapes de sécurité à 30 bars et ensuite la bouteille anti-coups de liquide. Donc, je vous l'ai décrit tout à l'heure. Si vraiment on a du liquide, on venait avoir du liquide dans le collecteur d'aspiration, dans la ligne d'aspiration, que ce liquide n'avait pas été évaporé par le serpentin dans le réservoir de CO2, eh bien on a toujours la bouteille anti-coups de liquide avec le liquide qui resterait en bas. Ensuite, donc la vapeur est prise en haut, on a mano, transducteur de pression, prise de service, et ensuite le collecteur qui distribue aux 3 compresseurs. Et là actuellement la pression est d'environ 14 bars. Non, 13 bars, pardon. 13 bars, ça fait moins 35, moins 34 degrés. Alors maintenant, cette installation a la particularité d'être équipée de 2 compresseurs parallèles, donc que j'explique en théorie sur ma première vidéo. Lorsque les compresseurs parallèles se mettent en route, pour rappel, leur unique but est de comprimer la vapeur excédentaire du réservoir pour maintenir notre pression 38-40 bars. Donc si les conditions sont favorables à la mise en route des compresseurs parallèles, ce
ce qui n'est pas le cas en permanence d'ailleurs, actuellement ils ne le font pas, eh bien les vannes flash, la vanne flash va se fermer complètement. Donc la vapeur en haut du réservoir ne sera plus envoyée vers le collecteur d'aspiration moyenne température, mais elle sera envoyée vers l'aspiration, donc en haut, l'aspiration des compresseurs parallèles, qui passe là, et qui passe dans un échangeur à plaques, et ensuite qui est réparti, distribué aux deux compresseurs parallèles. Alors pourquoi cet échangeur à plaques? Donc d'abord, les vapeurs qui proviennent du réservoir sont environ à peu près à la température de saturation. Donc là, c'est-à-dire proche de 0 degré, en fait à peu près 5 degrés. Donc là, j'explique que en effet, cet échangeur à plaques sert entre autres à refroidir le fluide, donc le CO2 qui vient de la sortie du gaz couleur et qui va rentrer dans les vannes HP. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, et c'est peut-être d'ailleurs le but principal de cet échangeur, c'est de surchauffer les vapeurs à l'aspiration des compresseurs parallèles. Dans le réservoir, quand on prend la vapeur en haut, on est vraiment à l'état de saturation dans le réservoir. Donc même si on prend en haut, il y a une surchauffe, il n'y a pas de surchauffe en fait. Donc avec cet échangeur, on va, en même temps qu'on refroidit le fluide qui va vers les vannes HP, on surchauffe en fait les vapeurs à l'aspiration des compresseurs parallèles. Donc ça, c'est une sécurité qui évite qu'on ait du liquide à l'aspiration des compresseurs parallèles. Voilà, et ça garantit une surchauffe. Il refoule dans le refoulement commun de la centrale. Une précision que j'ai oublié d'apporter concernant les compresseurs négatifs, c'est que eux refoulent dans ce cas-là directement, et refoulent directement dans le collecteur, vous voyez, d'aspiration moyenne température. Dans certains cas, si la puissance négative est plus importante que la puissance positive, on va d'abord désurchauffer, donc on va collecter le refoulement du négatif vers un petit désurchauffeur, donc c'est un échangeur à air avec un ventilateur à l'extérieur, pour ne pas qu'il revienne trop chaud à l'aspiration des compresseurs moyenne température. Donc sinon les vapeurs aspirées sont trop chaudes et ce n'est pas bon du tout pour les moteurs électriques. Donc l'installation d'un désurchauffeur va être décidée en accord avec le constructeur de la centrale en fonction des données techniques de la centrale. Donc particulièrement des puissances frigorifiques au niveau du froid positif et au niveau du froid négatif. Dans le cas de cette centrale, un désurchauffeur n'était pas nécessaire, donc si la température à l'aspiration des compresseurs positifs est trop élevée pour garantir un bon refroidissement des moteurs électriques, eh bien l'AVEM d'injection de liquide s'ouvre, laisse s'introduire et se vaporiser une certaine quantité de liquide, et on va comme ça artificiellement baisser la température. Dans le cas où il y a un désurchauffeur, eh bien, les vapeurs au refoulement des compresseurs vont s'y refroidir avant d'être réinjectées dans l'aspiration des compresseurs positifs. Voilà, elles vont dissiper une partie de leurs calories dans ce désurchauffeur, donc c'est un petit échangeur à air, hein, comme un petit condenseur qu'on place généralement dehors à côté du gaz couleur ou que l'on place des fois même dans la salle des machines. J'ajoute aussi que tout à l'heure je vous ai parlé d'injection de liquide et je vous ai dit c'est dans le cas où les vapeurs à l'aspiration des compresseurs sont trop chaudes, entre autres parce que les surchauffes seraient mal réglées. Oui, mais ça peut aussi servir, comme là nous avons un rejet des vapeurs du refoulement négatif dans l'aspiration positive, et bien oui, ça peut aussi servir à refroidir la température du gaz aspiré au compresseur MT si les gaz aspirés étaient trop chauds du fait du rejet du négatif. Alors ensuite concernant le circuit d'huile, il n'est pas très compliqué.
On a dit que là, ces deux choses violettes sont les séparateurs et filtres à huile. Donc en point bas, vous voyez, de chaque, il y a une électrovanne et un capteur de niveau. Donc si le capteur de niveau détecte de l'huile, donc là il clignote vert, c'est pas le cas, il faudrait qu'il clignote rouge. S'il est rouge, il clignote pas rouge. S'il est rouge fixe, c'est qu'il y a de l'huile à son niveau. Donc il va demander l'ouverture de l'électrovanne et l'huile va passer dans ce tube là. Hop, et elle va arriver directement dans le réservoir d'huile. D'ailleurs le réservoir d'huile est tiède. Là ici c'est pareil, on a un capteur niveau, il est rouge, c'est-à-dire qu'à son niveau il y a de l'huile. Tout comme dans le réservoir de CO2, là il est rouge, donc au niveau du capteur il y a de l'huile, chose que l'on peut confirmer en regardant dans le voyant. Donc quand le fond est noir, c'est qu'il y a du liquide. Ici je prends en haut, et quand le fond est blanc, enfin blanc, voilà, c'est qu'il n'y a pas de liquide au niveau du voyant. Donc l'huile revient ici dans le réservoir, elle est prélevée en partie basse, elle est emmenée dans un petit collecteur. Alors, il y en a plusieurs, il y en a un ici, un là pour les compresseurs négatifs et un là pour les compresseurs parallèles. Et chaque flexible qui part de ce collecteur va alimenter le traxoïde des compresseurs. Donc ici on a un capteur de niveau. Quand le niveau est bas, l'électrovanne s'ouvre, ça injecte de l'huile. Quand le niveau est bon, l'électrovanne se ferme. Éventuellement, si le niveau est bas pendant plus de 120 secondes, dans ce cas-là, eh bien ça va mettre en défaut le compresseur et il s'arrête. Ensuite, donc l'huile est à la pression HP quand elle vient du séparateur d'huile. Et nous, comme on veut pas envoyer de l'huile à la HP dans les compresseurs, donc l'excédent de pression est dégagé par ce système qui est prélevé en point haut, dégagé là par ce système de clapet taré qui va dégager l'excès de pression vers ici, vers le réservoir, en haut du réservoir. Là, si je veux rajouter de l'huile, je le fais par ici, il y a une manip à faire. Enfin, je le fais par ici, et là je peux mettre par exemple la pompe à vide pour faire une dépression et aspirer l'huile par en bas. Donc en façade de l'armoire électrique de cette centrale, nous retrouvons les afficheurs, donc les MMI, ici on est sur la régulation d'enfos, donc des 3 étages de compression. Donc ici on est sur des AKPC 780A qui ne gèrent qu'un étage de compression. Donc l'EMP, moyenne pression ou moyenne température, oui, actuellement la température d'évaporation de l'étage MT est à -9,9 et la température en sortie du gaz couleur est de 15 degrés. Donc on peut avoir plus d'informations sur l'installation. Par exemple, la demande, le taux de fonctionnement des compresseurs actifs est de 35%, des ventilateurs, la vitesse de ventilation des gaz couleurs est de 72%, la pression HP est de 54,2 bars et la vanne HP est ouverte à 56%. Donc d'ailleurs on peut aller le vérifier tout de suite. On va regarder là et on voit 56%, donc c'est bien ça. Si on descend, on peut voir maintenant le réservoir. Donc le réservoir est à 37,5 bars et la vanne flash est ouverte à 10%. Donc ça, ce n'est pas utilisé. Voilà. Alors on peut voir par exemple la référence du réservoir ici est de 38 bars. Donc la pression que l'on cherche à maintenir dans le réservoir est de 38 bars. Donc on est à 37,5, on est pas mal. Maintenant on peut regarder l'automate de l'étage basse température. Donc actuellement il y a un compresseur en fonctionnement, ce qui représente 28% de la capacité de masse des compresseurs. La température d'opération est de -28,9, elle est en train de monter, vous voyez, elle monte. Donc là, ici, il n'y a pas de ventilation, -9,5, ça correspond en fait ici à
moyenne pression, puisque la pression de refoulement de l'étage basse température est en fait la moyenne pression. Donc la basse pression refoule dans la moyenne pression et la moyenne pression refoule dans la haute pression. Voilà, ici il n'y a pas du tout de gestion de réservoir ou quoi que ce soit, puisque tout est géré par l'automate MP. Et là ici nous avons le compresseur parallèle. Donc on peut voir que la température de saturation de fluide dans le réservoir est de 4 degrés. Et donc là il n'y a aucun des deux compresseurs parallèles qui est en fonctionnement. Donc là on peut voir ici que le compresseur 1, donc c'est celui qui est sur variation de la moyenne température, est en route, ainsi que le 3 qui est en tout ou rien. Il n'y a aucun des deux compresseurs parallèles qui est en fonctionnement. Et il y a deux compresseurs, donc variés, de l'étage du basse température qui est en fonctionnement. Alors on peut jeter un coup d'œil à la partie puissance. Vous voyez que les compresseurs qui sont pour tout ou rien sont pour la plupart équipés d'un démarrage part winding, donc étoile triangle. C'est pour ça que vous avez à chaque fois deux contacteurs. Donc, sauf pour ceux qui sont sur variation, donc ça c'est pour le varié et le varié. Alors, ce que je dis en parlant de démarrage étoile triangle et de part winding, c'est un petit peu confus. Donc, je vais préciser tout ça. Concernant cette centrale, vous pouvez voir qu'il y a certains compresseurs donc, qui sont sur variation. Donc, à chaque fois, il y a un compresseur par étage qui est varié. Le reste, ce sont des compresseurs en tout ou rien. Pour les compresseurs de l'étage positif et le compresseur parallèle en tout ou rien, il y a un système de démarrage part winding. Donc ça n'a rien à voir avec le démarrage étoile triangle, ce sont deux choses différentes. Dans le cas du part winding, on a dans un même compresseur deux moteurs électriques qui sont complètement indépendants. Donc au niveau de l'armoire électrique, pour un compresseur, on ramène deux fois trois phases en fait. On va démarrer un premier moteur électrique, puis quelques secondes après, on démarre le deuxième. Donc ça limite l'appel de courant au démarrage du compresseur, puisqu'en fait on fractionne le démarrage. Donc c'est pour ça que je montre que pour certains compresseurs, nous avons deux contacteurs, puisque dedans il y a deux moteurs électriques. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle du part winding, à ne pas confondre avec le démarrage étoile triangle. D'ailleurs, les compresseurs tout ou rien en négatif, eux, sont en démarrage direct, il n'y a pas de part winding. Donc on peut voir qu'il y a un disjoncteur moteur sans contacteur en dessous, donc c'est parce que ça va directement au variateur. Et puis pour les deux autres, il y a à chaque fois un contacteur. Donc ça, c'est du démarrage direct. Après, nous avons différents disjoncteurs. Par exemple, ceci correspond au ventilateur du gaz couleur. Donc ils sont alimentés en permanence. Et après, c'est en fonction d'un signal 0 10 volts qu'on leur envoie. À 0 volts, ils s'arrêtent et à 10 volts, ils tournent à fond de leur vitesse. Et jetons un coup d'œil à la partie commande. Donc nous avons ici l'automate d'Enphos AKPC 781A. Donc ce sont tous des AKPC 781A avec une extension XM102, une extension XM205, une extension XM103, une extension XM208. Cet automate gère l'étage moyenne température, le gaz couleur, le réservoir et les fonctions annexes comme par exemple la récupération de chaleur, l'injection de liquide, le retour d'huile, etc. Donc c'est vraiment l'automate principal de la centrale. Ensuite nous avons cet automate qui gère la compression parallèle, donc un 781A avec aussi un module XM102B. Et enfin le troisième automate avec deux extensions qui gèrent l'étage basse température. Alors nous avons différents transformateurs, donc ça c'est un transformateur de sécurité, ça c'est un transformateur 24 VAC, et puis chaque automate a son transformateur, vous voyez ici en 24 VDC et en VDC. Donc il ne faut pas se faire avoir, il y a une partie qui va fonctionner en VAC, donc alternative, et l'autre partie en VDC. Il faut faire très attention à ça. Donc dans une même armoire, on a cohabitation de 24 volts continu et 24 volts alternatif. Donc là on a un compteur d'énergie. Et ici c'est très important, c'est un petit onduleur. Alors cet onduleur a un rôle très important en cas de coupure de courant, parce que si il y a une coupure par exemple du réseau EDF d'un seul coup, vous expliquez que les vannes HP, donc ici ce sont des éclaireurs en moteur, ce sont des vannes pas à pas, comme les vannes flash des CCM.
Et en cas de coupure de courant, il n'y a pas de ressort de rappel. Donc elles resteraient dans leur position. Alors, imaginons que dans le gaz couleur, nous avons une centaine de bars, par exemple, en été. Eh bien ça resterait ouvert à un certain pourcentage. Eh bien, on aurait la pression HP qui irait directement dans le réservoir. Et du réservoir, si la vanne flash est restée à sa position ouverte, à un certain pourcentage d'ouverture, et bien toute cette pression irait partout dans le réseau. Donc ce sera à coup sûr un dégazage, enfin une ouverture des soupapes de sécurité. Donc le rôle de cet onduleur que l'on retrouve dans beaucoup de centrales et qui est super important, justement, c'est qu'en cas de coupure de courant, eh bien il va permettre de vite fermer les vannes HP et les vannes flash. Comme ça, on isole la HP du réservoir et le réservoir de l'aspiration. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette centrale. Une centrale transcritique avec 2 compresseurs parallèles. Donc vous voyez qu'à côté, elle a sa sœur jumelle. Voilà, donc il y en a 2 ici. Et là, il y a l'armoire électrique de sa sœur. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette centrale, sur l'installation, sur ce que je vous ai dit, des éléments, peut-être même des corrections, voire des précisions à apporter, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Et en espérant que cette vidéo vous aura été utile.